Eh bien, bonsoir. Je suis très heureux d'être parmi vous à Saint-Tropez ce soir. Le film était déjà assez complet, donc ça va me permettre d'avancer un petit peu plus vite sur certaines parties. Je pense qu'on va voir ensemble, on va voir ça ensemble pour essayer peut-être de donner un petit peu plus de temps à vos questions et aux interactions. Ça sera peut-être intéressant. Le titre de ma présentation ce soir, c'est Intelligence artificielle, mythe et réalité. Donc le court-métrage le documentaire l'a déjà abordé dans une certaine manière. Je voulais juste corriger que je ne suis plus le responsable du groupe de recherche depuis plus d'1 an maintenant. Je me consacre à l'écriture et à mes recherches personnelles. Donc j'ai cette chance de pouvoir... une bonne partie de mon temps aussi, c'est d'écrire, on l'a mentionné. Donc à la fois j'écris des essais scientifiques, vous en avez quelques-uns en haut. Le dernier en date étant sur les chatbots, vous en avez entendu parler un petit peu. Et puis, mais aussi je m'intéresse aux aspects imaginaires et j'édite pas mal d'ouvrages, effectivement des grands textes qui entourent, on va dire, cette mythologie, parce que l'intelligence artificielle et les robots, sont à la fois des domaines de recherche, mais c'est aussi un lieu de l'imaginaire extrêmement fécond, en particulier à partir du 19e siècle. Et puis en 2018, on fête le bicentenaire du monstre de Frankenstein, de la publication de ce livre-là, puis plein d'autres textes. J'ai traduit en particulier, parce que je m'étais aperçu qu'il n'était pas traduit en français, le roman à l'origine de Métropolis. Dans Métropolis, c'est la première apparition, en tout cas très grand public, d'un robot au cinéma, etc., etc. Donc là, je travaille aussi donc sur ces aspects imaginaires. Donc on a vu ensemble au cours du documentaire qu'effectivement on est probablement à une époque d'une nouvelle révolution et on a un petit peu de mal finalement à évaluer si elle est supérieure, inférieure ou très supérieure à ce qui s'est passé auparavant, mais il est clair que l'intelligence artificielle va avoir un impact important sur la société, l'économie et nos vies d'une manière générale. Et bien sûr, la question c'est, comme Yann Lequin le disait et d'autres, c'est quand est-ce que ça va arriver. Il y a des choses qui vont arriver assez vite et puis il y en a d'autres qui prendront probablement plus de temps. Et ça a suscité effectivement ces dernières années beaucoup de questionnements. Il y a des très optimistes et puis il y en a des très pessimistes. Là, je vous ai mis quelques coupures de presse de gens plutôt pessimistes. Par exemple, feu Stephen Hawking, qui disait, l'avènement d'une super IA, une super intelligence, ça marquerait probablement la fin de l'humanité. On ne peut pas être beaucoup plus pessimiste que ça. Si c'est d'autres, au contraire, on en parlera un petit peu après, sont hyper optimistes et croient que c'est la fin de tous nos soucis et que l'IA résoudra tous nos problèmes. Et puis, on pourra l'aborder aussi, je pense, plutôt au niveau des questions. On va garder ça tout à l'heure. C'est effectivement un impact économique très fort, en particulier sur les métiers, les entreprises, l'emploi. Et donc là aussi, ça pose beaucoup de questionnements. Quand on parle de l'IA, puisqu'on parle des mythes aussi autour de l'IA, c'est souvent cette référence aux mythes prométhéens et donc cette constante rébellion des machines contre l'humanité jusqu'à les détruire. En fait, c'est surtout occidental déjà. Au Japon, ça existe beaucoup moins. Au contraire, les machines et l'intelligence artificielle, mais d'une manière générale, la technologie est plutôt au service de l'humanité, un bienfait pour l'humanité, alors qu'en Occident, on a plutôt tendance à un moment donné à prendre ça pour quelque chose qui va nous remplacer. Ça, depuis Platon, c'est comme ça. Et puis, à se retourner un moment contre nous. L'histoire de Frankenstein, par exemple, c'est archétype de ce type d'histoire. On a un savant fou, là c'est un chirurgien qui prend une matière, là, il y a aussi le deuxième élément, on prend une matière non vivante ou non... dans le golem, par exemple, c'est pas du corps vivant, c'est de l'argile. Pygmalion aussi, sculpte dans l'ivoire, etc. Mais en fait, ce savant un peu fou, cet artiste un peu fou, il a un don technologique ou artistique très fort. Donc, dans le cas de Frankenstein, il va réussir à créer un être, mais l'homme
par définition, en Occident, en tout cas, il n'a pas accès à la capacité de donner la vie. Hein, c'est uniquement Dieu, dans tout le bassin méditerranéen, quel que soit le nom qu'on lui donne, uniquement les divinités ont cette capacité. Et donc, on est dans une fascination et une transgression. Et là, généralement, dans les histoires avant, je dirais, le 19e siècle, eh bien, c'était un dieu, par exemple, dans le mythe de Pygmalion, eh bien, c'est Vénus qui vient, Aphrodite, qui vient au secours du pauvre Pygmalion et donne vie à la statue. Ici, dans Frankenstein, si vous vous souvenez, hein, donc au 19e siècle, c'est l'avènement de l'électricité et de ses applications, et donc d'autres choses, hein, bien d'autres choses également, mais surtout l'électricité et de ses applications. Et donc, si vous vous rappelez le film de ce pauvre Boris Karloff, là, eh bien, c'est l'électricité, le tonnerre, donc encore une fois quelque chose de presque surnaturel qui va finalement donner la vie à la créature. Mais on est dans la transgression, donc ça va se finir généralement dans les larmes et la douleur. C'est quasi systématique dans toutes les histoires imaginaires telles qu'on les... Et puis aussi parce que en dramaturgie, c'est beaucoup plus sympathique, hein, c'est beaucoup plus spectaculaire d'avoir des choses qui se finissent mal, ou en tout cas qui se passent mal à un moment donné, que si on vit dans une espèce de truc rose où tout se passe bien et tout le monde est content, c'est pas très intéressant non plus en termes d'histoire. Donc une des dernières, c'est, là vous reconnaissez probablement la tête de ce pauvre... non, son nom m'échappe. Vous l'avez reconnu de toute façon. Hein? Non, vous ne l'avez pas reconnu? Depp. Johnny Depp. Dans un film qui n'était pas un très très bon film, mais qui s'appelle Transcendance, et en fait il a été téléchargé, il est mort, et puis il a été téléchargé dans un ordinateur. Mais vous voyez, ça n'a pas l'air de lui réussir, ce qui fait une drôle de tête, hein, et donc ça c'est un des mythes qu'on prédit effectivement avec l'avènement d'une super intelligence, et peu de temps après notre capacité à scanner complètement notre esprit, à nous télécharger dans une mémoire d'un ordinateur, et du coup on deviendrait immortel, parce qu'évidemment une machine qui n'est pas organique a plutôt elle a d'autres soucis, mais en tout cas elle n'est pas condamnée à mourir. Donc ces idées-là, en fait, on les a un petit peu évoquées dans le documentaire. Là on passe du côté des traits positifs. Elles ont été popularisées en particulier par un monsieur qui s'appelle Ray Kurzweil, qui est aujourd'hui chez Google également, hein, des directeurs de la technologie chez Google. Et en 2005, il a publié un ouvrage qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle The Singularity is Near, la singularité est proche. Alors qu'est-ce que c'est que cette singularité? C'est l'idée que finalement... comme un petit peu on en a entendu là, eh bien, notre intelligence crée la technologie, mais la technologie permet d'augmenter notre intelligence, hein, on a parlé d'intelligence artificielle, et cette boucle est en train de s'accélérer, et donc, à un moment donné, eh bien, on va aller vers une super intelligence qui finalement sera supérieure à la nôtre, et puis à la limite supérieure à toute l'humanité, et donc à partir de là, ça serait, comme le disait l'un des scientifiques, eh bien, on n'aurait plus besoin d'inventer autre chose, puisque l'IA y pourvoirait de toute façon. Donc, qu'est-ce que ce monsieur? Ce monsieur, c'est Ray Kurzweil, hein, c'est un innovateur, un entrepreneur de génie. Il a fait fortune en particulier dans la reconnaissance de caractère. Il a fait aussi les pianos Kurzweil, hein, c'est lui qui est à l'origine d'un certain nombre d'instruments électroniques qu'il a élaborés au tout début. Mais dans cette histoire de singularité, comment il a essayé de montrer cet avènement d'une super-intelligence? Eh bien, en se basant sur une loi empirique, dont vous avez peut-être entendu parler, ce qui est la loi de Moore. La loi de Moore, Gordon Moore, hein, pour mémoire, c'est l'un des fondateurs d'Intel, une des grandes entreprises fabricantes des circuits intégrés des processeurs. Et
Et donc Intel a été le premier fabricant du premier microprocesseur dans les années 70. Et c'est vrai qu'au début de ces années-là, eh bien, finalement, pratiquement tous les 2 ans, on arrivait à doubler la puissance des processeurs pour à peu près la même taille de circuit. Et donc, au fur et à mesure des années, eh bien, on s'est aperçu que c'était possible. Et pendant des dizaines d'années, eh bien, c'est devenu un petit peu l'objectif de l'industrie de l'électronique, c'est-à-dire produire des microprocesseurs dont la puissance était en constante augmentation, grosso modo tous les 18 mois, tous les 2 ans. Ce qu'a fait Kurzweil, eh bien, il a pris les points de ces technologies, de ce progrès finalement dans la puissance de calcul des microprocesseurs, et puis il a tracé la courbe, et il s'est aperçu que si on la prolonge, eh bien, on a une jolie exponentielle. OK ? Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, à partir d'un certain point dans le temps, eh bien, on dépasserait la capacité évidemment d'une souris, mais à un moment donné, on dépasserait la capacité de calcul d'un humain et probablement de tous les humains réunis. Et c'est comme ça qu'il démontre, entre guillemets, dans son ouvrage un petit peu, c'est vraiment la base de sa démonstration, qu'une intelligence artificielle apparaîtra. Il la situe dans pas très longtemps, puisqu'on parle de 2030-2035. Bon, on n'est pas à quelques années près, mais voilà. Et donc, d'où ces grands débats sur qu'est-ce qui va, si on a une super intelligence, qui à partir de ce moment-là serait elle-même capable de s'améliorer, puisqu'elle est super intelligente, eh bien, en fait, il a appelé ça la singularité technologique, en référence au trou noir, puisqu'on n'est plus capable de voir, comme un petit peu autour d'un trou noir, on n'est plus capable, l'horizon de prédiction devient quasi impossible, on ne sait plus ce qui se passe derrière, et donc c'est cette référence à la singularité, des trous noirs. Donc, est-ce que c'est possible, ça on est un certain nombre, quand même, à penser que c'est probablement absolument pas possible. En tout cas, d'imaginer cette singularité technologique pour un ensemble de raisons. Là, je vais vous en énumérer quelques-unes, mais il y en a un gros paquet de choses qui sont, à notre avis, pas possibles. Une première, c'est que déjà, on a un plateau ici à partir de 2005. C'est-à-dire qu'on ne sait plus faire des microprocesseurs dont on double la puissance de calcul tous les 2 ans. Alors on arrive à bidouiller quand même, puisqu'on arrive quand même à avoir des machines plus puissantes, mais en fait on en met plusieurs, on fait des multicorps, ce qu'on appelle ceux qui font de la technologie, on en met plusieurs, mais ça n'augmente pas aussi facilement que lorsqu'on le faisait auparavant, parce qu'auparavant, dans la technologie, en fait, dans le silicium, pour aller plus vite, en fait, on trace des traits sur le silicium de plus en plus fins. Et si les traits sont de plus en plus fins, eh bien, on peut tracer de plus en plus petits, et donc ça va plus vite, et on fait des processeurs, on met plus de transistors, et qui marchent beaucoup plus vite. Simplement, il y a une limite technologique qui est la taille à laquelle on peut dessiner, entre guillemets. Déjà, il faut des outils, il faut des lasers. Et donc, il faut notre capacité à faire des lasers dessinés de plus en plus petits est un problème technologique. Mais aussi, il y a un moment, de toute façon, on sort aux lois de la physique. Il y a un moment où les traits sont tellement fins, eh bien, que les lois statistiques de l'électronique ne fonctionnent plus. Donc, en tout cas, à un moment donné, la technologie électronique telle qu'on la connaît trouve des limites. Premier argument. Deuxième argument, la puissance de calcul, c'est pas l'intelligence. On est tous d'accord avec ça. Je peux écrire des programmes très stupides, c'est pas parce que je vais les faire tourner sur un calculateur que d'un seul coup, ils vont devenir intelligents. Ils seront simplement stupides, mais beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un point... Troisièmement, puis j'arrête là sur les arguments, une exponentielle comme ça, avec un raisonnement comme ça, est pris complètement indépendamment des ressources, de l'énergie.
de l'épuisement des ressources naturelles, etc. De plein de choses finalement qui font que dans la réalité, le rythme des innovations, c'est pas une exponentielle, on le saurait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour ma part, j'assimile plutôt ça à une autre théorie qu'on appelle les équilibres ponctués. Hein. Donc c'est plutôt des moments où il se passe pas grand-chose, puis effectivement on a des sauts où on arrive à avoir des innovations qui vont nous faire changer un petit peu un certain nombre de choses, puis de nouveau une stase, etc. Donc finalement, des choses beaucoup plus compliquées qu'une jolie exponentielle qui s'en va vers l'infini et l'au-delà, comme dirait mon ami Buzz l'éclair. Donc, s'il n'y a pas de... Alors, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou s'il faut le déplorer, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je ne crois pas à cette idée de singularité technologique, c'est-à-dire une super intelligence qui d'un seul coup prendrait en main notre destinée dans les quelques dizaines d'années, voire quelques centaines d'années qui arrivent. Alors on va revoir un petit peu l'histoire de l'IA, mais très rapidement, puisque le documentaire en a parlé. Je dirais, je remonte un petit peu avant 1956, puisque alors, on peut remonter encore plus avant. Hein, il y a Babbage, il y a tout un tas de scientifiques. On pourrait même parler de Pascal, et puis de la première machine à calculer, etc. Et plein d'autres choses. Mais en tout cas, il y a une personne, il y a un scientifique qui a marqué vraiment l'étape, qui est quasiment le père de l'intelligence artificielle, c'est Alan Turing. Vous en avez entendu parler, il y a un très bon film, hein, vous pouvez voir sur sa vie. Il a travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale pour décrypter les codes allemands, et il construisait des machines pour essayer de casser ces codes. Comme vous le savez probablement, il a eu une fin de vie relativement tragique. Hein, il était homosexuel à une période où il valait mieux pas l'être, et puis il a été contraint, je dirais, de choisir ou l'emprisonnement ou d'avoir un traitement hormonal extrêmement compliqué. Et finalement, il a fini par se suicider. C'était un grand fanat de Blanche-Neige. Vous allez savoir pourquoi. On a chacun ses trucs. Hein. Lui, c'était Blanche-Neige. Et donc, on l'a retrouvé un matin avec une pomme qui avait été empoisonnée. Il avait croqué dedans et il était mort. Ça ne vous rappelle pas une entreprise, un logo bon, hein. Donc voilà, Turing, il publie un certain nombre de choses. En particulier en 1937, carrément, il publie un certain nombre de choses sur ce que va devenir la structure de l'ordinateur moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, ça prendra son nom, une machine universelle de Turing. C'est un peu le modèle formel abstrait d'un ordinateur. Et puis, en poursuivant ce raisonnement, en 1950, il publie un article qui commence par « Une machine peut-elle penser ?» Parce que pour lui, si on était capable de construire un ordinateur et de donner à cette machine finalement un programme, puisque cette machine est universelle, un programme qui simulerait l'intelligence humaine, eh bien cette machine pourrait être aussi intelligente que nous. Et donc c'est le contenu de son article de 1950, et ça va vraiment dresser le programme de recherche de l'intelligence artificielle dans les années qui suivent. Donc on en a parlé, je vais passer vite, hein, effectivement, les joyeux lurons, John McCarthy, Marvin Minsky, qui organise, Claude Shannon aussi, hein, donc des grands noms, organisent pendant l'été 56 une conférence au Dartmouth College, et c'est là où la première fois on utilise le terme intelligence artificielle, qui est dû à John McCarthy, et dont il a eu l'idée l'année précédente, et qui était volontairement un petit peu provocateur, puisqu'à l'époque, la grande technologie, en tout cas ce dont on parlait, ça vous vous rappelez des choses, ça s'appelait la cybernétique, hein, avec un monsieur Weiner qui publie pas mal de travaux là-dessus. Et voilà des loulous, des jeunes loulous qui se disent, nous on va lancer une nouvelle discipline. Et ce qui est rigolo, c'est que d'ailleurs, ils tournent le dos finalement à la cybernétique, à la tentative de compréhension du cerveau qu'il y avait intégré dans la cybernétique, pour dire, non, nous on va faire des machines en simulant simplement la logique des raisonnements. Hein. Donc ça c'est 1956. Parmi eux, il y a un futur prix Nobel d'économie, Herbert Simon, et qui en 1957 se dit, avec l'intelligence artificielle, on va faire des choses miraculeuses déjà, et en particulier, une machine battra le champion du monde d'échecs dans 10 ans.
Alors évidemment, comme vous l'avez vu dans le documentaire, ça ne s'est pas passé 10 ans après, ça s'est passé un petit peu plus tard, en 1997, mais toujours est-il que c'est arrivé. En fait, l'intelligence artificielle est une série, c'est presque un argument contre Kurzweil et sa loi exponentielle, c'est que c'est une succession d'hiver et d'été. Alors le premier été, alors quand je parle d'été, c'est des découvertes et puis on avance, c'est fantastique. Du coup, on fait des prévisions fantasmatiques. Et puis derrière, voilà, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'avait prévu. Mais ça, c'est toujours en science, hein. Et puis, finalement, il ne se passe plus rien pendant un certain nombre d'années. On a une nouvelle envolée lyrique à la fin des années 70, avec en fait des travaux qui sont faits au début à Stanford, et la création du premier système expert, hein, et en particulier le tout premier pour la chimie, mais le second, on parlera plus de lui, qui est Mycin, et qui va faire du diagnostic de maladies bactériennes du sang. Donc en fait, on prend l'expertise, on recueille l'expertise d'un spécialiste d'un domaine, on la programme sous la forme de règles. Si on voit ça, alors on obtient ça. Et en enchaînant ces règles, on peut monter des raisonnements, et on s'aperçoit qu'effectivement, on peut avoir des systèmes relativement fiables en termes de raisonnement. Donc toutes les années 80, ça va être l'âge d'or des systèmes experts. On se prend à rêver, d'ailleurs, que les systèmes experts vont remplacer tous les autres programmes et que bientôt on sera capable de faire des systèmes experts pour tout. Vous voyez, deuxième âge d'or, deuxième envolée. On repart dans un certain nombre de délires, hein. Les Japonais lancent même un projet d'ordinateur de 5e génération qui va dépasser tous les autres et qui sera quasi omniscient, etc. Donc finalement, on répète un peu les mêmes fantasmes. Mais à la fin des années 80, début des 90, pouf, le soufflet, boum, il retombe, et on se retrouve là quasiment, moi je l'ai vécu cette période-là, donc je peux vous dire, à l'époque là, on disait même plus intelligence artificielle, c'était vraiment compliqué, parce qu'on n'y croyait plus. Pourquoi ? Parce que faire un système expert, c'est assez efficace, sauf que dès que les problèmes sont un petit peu compliqués, il y a énormément de règles, et là les règles commencent à se contredire, c'est impossible à maintenir, enfin ça devient très difficile. À l'époque, on va en reparler, j'ai travaillé en particulier sur un projet de voiture autonome avec des systèmes experts en réel dans la voiture. Ça ne marche pas. Tout simplement, c'est trop compliqué, trop de cas à gérer. Hein. En tout cas, avec cette approche-là, ça ne marche pas. Mais même les projets qui marchaient, ça revenait plus cher finalement que des méthodes relativement classiques. Donc finalement, à la fin des années 80, les budgets tombent, et si les budgets tombent, la recherche elle prend une claque aussi, bien évidemment. Et on va rentrer là dans une période relativement longue, hein, un petit fraîche, un petit hiver, et il va y avoir une succession d'événements qui vont finalement prédire un petit peu, comme les secousses avant un tremblement de terre, ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'on est de nouveau dans une grande envolée lyrique à propos de l'intelligence artificielle. Alors, on en a parlé, je n'y reviens pas. Watson, donc IBM se pose la question après sa victoire sur Kasparov de qu'est-ce qui pourrait, sur quoi il pourrait développer une intelligence artificielle. Bon, les échecs, c'est bien, mais c'est très combinatoire. En fait, c'est vraiment la puissance de calcul qui l'emporte, hein. On parcourt l'arbre des possibilités du jeu d'échecs et on évalue chaque cas et on choisit finalement celui qui a le score le plus haut. Donc, avec Jeopardy, en gros, c'est question pour un champion, hein, c'est la version américaine. Et bien là, ils se disent, avec un problème de culture générale comme ça, on va vraiment montrer qu'on est capable de faire des trucs pas possibles. Donc, ça arrive en 2011, puisque, comme vous l'avez vu, Watson gagne. Deuxième petite secousse qui est passée un peu plus inaperçue, c'est 2012, Google X, donc un des labos de recherche de Google, qui dit ça y est, on reconnaît des chats dans une vidéo de YouTube, dans les vidéos de YouTube. Alors ça peut faire rire parce que les chats ont beaucoup d'importance sur Internet. Vous avez remarqué. Alors évidemment, ça paraît un peu ridicule, le triomphe de l'intelligence artificielle. Mais en fait, c'est vraiment un point important, puisque si on peut reconnaître des chats, ça veut dire qu'on peut reconnaître à peu près n'importe quoi,
quasi en temps réel dans une vidéo. Et le climax, c'est effectivement 2016, on l'a vu, le Go, un des grands maîtres de Go, Lee Sedol, qui se fait aplatir par AlphaGo, donc qui est développé par DeepMind, qui est effectivement une filiale de Google. Et là, on s'y attendait pas trop que ça y arrive si vite. C'est vrai, là, il y a eu un effet de surprise dans toute la communauté scientifique, que finalement, c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. On savait qu'on y arriverait, mais pas aussi vite. Alors, pourquoi le Go a cette image-là? Parce que la combinatoire des cas envisagés dans le Go est, en gros, plus grande que le nombre de particules dans l'univers. Donc, à partir de ce moment-là, avec la plus grosse machine, la plus grosse puissance de calcul, même si on ne peut pas regarder tous les cas. Donc, il faut mettre autre chose dans la machine que simplement de la force brutale de calcul. Et cette troisième envolée lyrique, c'est justement basé sur les réseaux de neurones. Moi, j'ai appelé ça la revanche des neurones. Pourquoi j'ai appelé ça la revanche des neurones? Parce que le principe, il est relativement ancien. Le premier article, d'ailleurs, curieusement, est publié en cybernétique, c'est-à-dire que l'IA, au contraire, rejette ça au début. Et c'est McCulloch-Epitz en 1943 qui se pose la question bien, de créer un opérateur pour faire des machines qui soient pas ceux de la logique booléenne. Les ou, les et, les non-et, toutes ces petites portes logiques qui finalement constituent nos ordinateurs aujourd'hui. Ce que pense McCulloch-Epitz, c'est qu'en ayant un opérateur qui pourrait s'inspirer des neurones du cerveau humain, eh bien, on pourrait avoir un opérateur relativement simple, mais qui, en plus d'être capable de calculer, eh bien, pourrait apprendre. Et ça, c'est l'idée vraiment importante au départ. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un neurone? On en a tous. C'est la cellule universelle dans tout le règne animal dès qu'on parle d'intelligence, pas simplement chez les humains. Même les insectes ont des neurones. Et ils se ressemblent à peu près tous, même s'il y a une grande zoologie, un grand nombre de formes et puis de spécialisation dans les neurones. En gros, ils ont tous un corps cellulaire avec de l'ADN, c'est une cellule vivante dans laquelle il y a le code génétique de l'individu. Et puis, sur ce corps cellulaire, on a des espèces d'entrées, des dendrites, qui sont là pour capter les signaux qui vont arriver sur le neurone. Et puis on a une sortie, un long filament, l'axone, et puis des synapses qui permettent aux autres neurones de se connecter. Donc ça permet effectivement à tout système nerveux, et notre cerveau en particulier, de construire des réseaux relativement sophistiqués. Donc au départ, le modèle de McCulloch-Epitz, alors attention, n'ayez pas peur, ça fait peur ça, mais en fait c'est très simple, c'est pour vous montrer la simplicité de cet automate qui s'inspire du neurone. Donc on va retrouver les entrées, comme sur notre neurone, mais on va lui rajouter un petit coefficient qui va simuler un peu la synapse. Et c'est juste en fait, alors au début McCulloch-Epitz décrivent un opérateur binaire, c'est-à-dire qu'on met des 0 ou des 1 aux entrées, et sur chaque entrée, il y a un petit coefficient. Donc ce coefficient, il va atténuer ou il va augmenter finalement l'intensité du signal ici. Donc si par exemple c'est 0,5 et qu'ici on a 1, eh bien on aura 0,5 derrière. Si on a 0 ici, et puis qu'on a 1 ici, on aura 0. Donc c'est des calculs extrêmement élémentaires, puisqu'en fait on multiplie le signal binaire d'entrée par ce petit coefficient. On a plusieurs d'entrées, puisque tout ça est connecté, et qu'est-ce qu'on fait derrière? On fait une simple addition, une somme, de ces signaux. C'est ce qu'on appelle une somme pondérée, mais c'est relativement, encore une fois, un opérateur trivial et simple. Mais c'est linéaire, donc c'est toujours le même comportement, et on ajoute derrière une fonction un petit peu plus compliquée, mais pas si compliquée que ça, qui est un seuil. C'est-à-dire, si cette somme est supérieure au seuil qu'on a défini, eh bien le neurone sort un 1, et s'il est inférieur à ce seuil, eh bien il sort un 0. Donc vous voyez que c'est pas si compliqué, c'est vraiment un comportement
d'un opérateur relativement simple. L'intuition de McCulloch-Epith, c'est que en mettant un très grand nombre, eh bien, on va être capable de construire des machines, et il le démontre, qui a quasiment la même capacité que les ordinateurs qu'on construit classiquement avec des portes logiques booléennes. Alors comment ils font ça? Tout simplement, eh bien, ils vont prendre leurs petits neurones élémentaires, là, et ils vont reconstruire des portes logiques. Et une fois qu'ils ont reconstruit les portes logiques avec simplement quelques neurones, eh bien, ils démontrent par la preuve, par la pratique, qu'on serait capable de construire un ordinateur avec ça, et que donc ça a une capacité universelle. En 1958, donc là on est en 43, hein, alors il se passe bien sûr d'autres choses, mais je vous mets les points vraiment marquants. Eh bien, Frank Rosenblatt invente au MIT une machine qu'il va appeler du nom poétique de perceptron, hein, qui s'inspire de la rétine de la mouche, et qui est en fait un assemblage de neurones formels, de neurones abstraits, tels qu'on les a vus auparavant, donc petits automates simples. On met les entrées ici, on met une petite couche au milieu de neurones, ici il n'y en a que 3, hein, et puis une couche de sortie, et on a les résultats à la fin. Et la petite machine, en fait, ce qu'elle fait, c'est simplement les petits calculs qu'on a vus tout à l'heure, donc c'est relativement simple, hein, des multiplications, des additions et des seuils. Donc il n'y a rien d'autre. Donc en fait, vous voyez très bien que dans les réseaux de neurones actuels, même les plus sophistiqués aujourd'hui, les opérations de calcul ne sont pas très compliquées. Par contre, il y en a énormément. Parce que si on calcule sur des images haute définition, par exemple, hein, 1080 sur, je ne sais plus la résolution, ça fait un paquet de pixels, et qu'on a un neurone par pixel, et bien déjà, ça fait un paquet de connexions avec les couches suivantes. Généralement, on rajoute la couleur. Donc ça fait un gros paquet de coefficients et de calculs, à chaque fois très simple, mais des millions et des millions et des millions de calculs pour que la machine arrive à calculer. On ne s'embête pas, en fait, à avoir des connexions particulières, puisqu'on peut régler les connexions avec ce petit poids synaptique. Donc, en fait, on connecte tous les neurones d'une couche aux neurones suivants. Et l'intuition, évidemment, de McCulloch-Epith, c'est de dire, et puis de Rosenblatt, c'est de dire, on va pouvoir lui apprendre. Alors, sur des exemples très simples, ça marche relativement bien, mais les choses se corsent très vite, et on s'aperçoit qu'en fait, sur certaines formes qu'on essaye de faire reconnaître à ce réseau, eh bien, on n'y arrive pas. Et il va s'en suivre, il y a même déjà un certain nombre de scientifiques, dont Marvin Minsky, qui écrit des articles en disant on n'y arrivera même jamais. Il est possible qu'on n'y arrive jamais. Et donc derrière, vous imaginez bien que là aussi le soufflet est retombé et que les réseaux de neurones, pendant des années et des années et des années, des dizaines d'années, sont restés des trucs un petit peu exotiques parce qu'on n'y croyait plus. Heureusement, il y a eu quelques chercheurs, dont un que vous avez vu, là, Yann Lequin, français, là, et il faut attendre en fait 1985 pour qu'on découvre un algorithme qui va sortir un petit peu les réseaux de neurones de l'ornière. Et donc en particulier, Yann Lequin le découvre en France en 1985. Et quasiment conjointement avec un Canadien qui s'appelle George Hinton. Vous avez vu un de ses collègues, Mr. Bengio, là, qui est un de ses collègues à l'université de Toronto au Canada, hein, et qui vont le publier, eux, dans Nature. Alors évidemment, quand on publie dans Nature, ça passe mieux que dans une conférence française, donc il sera préférentiellement attribué du coup aux Canadiens. Bon, pauvre Yann. Bon, il a découvert plein d'autres choses quand même, donc il n'y a pas de problème. Et en fait, ce principe résolvait théoriquement le problème d'apprentissage dans un réseau de neurones. Alors pourquoi c'est difficile? Eh bien parce qu'il y a des millions et des millions et des millions de paramètres. Et donc ça, c'est compliqué d'avoir un algorithme qui fonctionne correctement. Mais leur principe est relativement simple. Juste un petit schéma, hein, je vais essayer d'être très didactique. Quand on présente une image de chat au réseau, eh bien, les signaux, ils passent dans le réseau, ils sont calculés, on a nos petites additions, nos petites multiplications, nos seuils, en tout cas ce qui s'apparente à des seuils aujourd'hui,
Et puis, le réseau sort une réponse. S'il n'a rien appris, il sort n'importe quoi. On est bien d'accord. Mais on sait ce qu'il voudrait qu'il sorte. On y a mis une image de chat devant. Hein? Donc, on va comparer le signal qu'on a en sortie. On voudrait un chat. Donc, ça va se traduire par une valeur numérique, évidemment, à la valeur qui sort. Et la différence entre ces deux valeurs, on va appeler ça l'erreur. Évidemment, il fait une erreur. Et cette valeur-là, en fait, on va la rétropropager de l'arrière vers l'entrée en modifiant à chaque fois un tout petit peu ces fameux coefficients synaptiques. Ce que vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, on disait ça réadapte, en fait. On rétropropage la proportion d'erreur sur l'ensemble des neurones en allant vers l'entrée. Donc ça porte un nom barbare, rétropropagation du gradient de l'erreur. C'est compliqué à démontrer mathématiquement, il y a plein d'équations dérivées partielles, hein, mais ça marche. Mais le principe est relativement simple. Hein. On fait la différence, on calcule l'erreur, et on modifie tous les poids en retournant vers l'entrée, jusqu'à temps qu'on ait notre réseau qui dise « ça y est, c'est un chat ». Pour passer sur un long discours, simplement, c'est très très progressif. Il faut des millions d'images pour y arriver. Sinon, il reconnaît un seul chat et les autres, il ne les reconnaît pas. Donc, il faut beaucoup d'exemples de chats. Et même les chats, il faut y aller très progressivement. Il faut les montrer une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, 1 million de fois. Et donc, l'algorithme d'apprentissage, il est extrêmement capricieux. Puisque pendant des années, vous voyez, 1985, on aurait pu se dire, ça y est, en 90, on a gagné, on va avoir des réseaux de neurones, et en avant Guingamp, on fait des applications, la voiture autonome c'est pour nous, etc. Pas du tout, hein, vous vous rendez compte que ça ne s'est pas fait tout de suite, et qu'il faut attendre finalement les années 2012 et 2013 pour que ça change réellement. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2012-2013 ? Eh bien, on voit les résultats auparavant, là, donc même jusqu'en 2010, où finalement, quand on crée une application, on va reprendre notre exemple de chat, hein, eh bien, un coup sur deux, le truc, il reconnaît un chien, une banane, mais pas le chat. Donc on ne peut pas bâtir des applications, je dirais, performantes si ça, une fois sur deux, ça se trompe. Alors c'est un peu mieux qu'une fois sur deux, mais bon, c'est pas terrible, quoi. Hein. Et puis à partir de là, on voit bien, hop, il y a un espèce de point vert là-haut, et on est passé beaucoup plus haut. Évidemment, dès qu'on voit ça, les scientifiques essayent de réitérer l'expérimentation, et là, améliorent les choses, et on est aujourd'hui proche des 100%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? En fait, on s'est aperçu de deux choses. L'algorithme est toujours le principe tel qu'il avait été découvert dans les années 85. Simplement, on s'est aperçu qu'il fallait beaucoup de données, pas simplement quelques données de chat bien choisies parce qu'il faisait la pause, etc. Hein. Le chat dans tous ses états, des millions d'images de chats. Et à ce moment-là, ça arrive à reconnaître correctement. Ça tombe bien, dans les années 2010, on est à une période où l'accès aux données et le nombre de données est beaucoup plus simple. J'aurais voulu faire ça en 1980, 85, et ben j'étais bon pour prendre mon appareil photo et aller prendre des images de chats. Donc ça aurait été très long, j'aurais pas pu en avoir des millions, et donc j'avais un problème d'accès aux données. Aujourd'hui, sur mon moteur de recherche préféré, je tape chat, et puis pouf, j'en ai des millions tout de suite. Donc je peux entraîner mes réseaux avec des données. Deuxième point important, évidemment, si on met des millions d'images, et que l'algorithme lui-même est déjà assez gourmand d'apprentissage, eh bien, on a un gros problème. Mais une deuxième découverte empirique, quasiment dans un mouchoir de poche, va faire en sorte qu'on va sortir de cette ornière. C'est en bricolant astucieusement les cartes graphiques des ordinateurs. Merci ceux qui jouent aux jeux vidéo, hein, c'est un peu grâce à eux. Il y a des cartes graphiques dans les ordinateurs, et on s'aperçoit que ces cartes graphiques, elles accélèrent très fortement, pas juste un petit peu, hein, mais vraiment fortement, les calculs tels qu'on les fait dans l'algorithme d'apprentissage de rétropropagation.
Pourquoi? Tout simplement parce que ça travaille sur des images. Et qu'est-ce que c'est qu'une image? C'est une matrice de pixels, une matrice de valeurs numériques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait du calcul matriciel. Et c'est exactement ce qu'on a besoin d'un réseau de neurones. On fait des matrices d'addition, des matrices de multiplication, vous l'avez vu avec nos petits neurones. Et donc, ça va accélérer très fort. De plusieurs semaines pour arriver à faire un apprentissage, on passe à quelques heures. Miracle. Cerise sur le gâteau, les cartes graphiques, ce n'est pas des supercalculateurs. Quelques centaines d'euros, à cette époque-là, on peut en acheter des relativement performantes. Alors depuis, on en fait des beaucoup plus chers, je vous rassure tout de suite, qui sont adaptés et spécialisés pour l'IA. Mais voilà, on a une manne de calcul accessible. Donc les labos, d'une manière générale, tous ceux qui s'intéressent au réseau de neurones vont s'empresser d'utiliser cette nouvelle approche. Et eh bien, on va pouvoir du coup faire beaucoup plus d'expérimentation. Qui dit beaucoup plus d'expérimentation, on acquiert beaucoup plus d'expérience sur les conditions d'utilisation correcte de ces algorithmes d'apprentissage. On invente même de nouveaux algorithmes, on invente de nouvelles formes de neurones et on progresse beaucoup plus vite. C'est ce qui s'est passé. Et on est là aujourd'hui, donc le climax, vous l'avez vu, c'est Lycédol, et ensuite il y a eu d'autres épisodes, mais comme le poker, etc. Et voilà, ça s'est vraiment passé à ce moment-là. Pourquoi on parle de révolution? Eh bien, tout simplement parce que jusqu'à présent, quand on voulait élaborer une application, eh bien, il faut connaître le modèle du phénomène à laquelle on veut s'attaquer. Et donc, il faut le modéliser sous une forme ou sous une autre. Mais si ce phénomène est très complexe, eh bien là, on a un problème. Soit on n'arrive pas à le modéliser, ou quelqu'un n'est pas capable de construire une application qui va attaquer, contrôler ou résoudre ce problème-là. Soit ça coûte trop cher, et auquel cas on retourne à la même chose. Ça coûterait beaucoup trop cher à identifier le modèle du système qu'on veut concevoir. Eh bien, les réseaux de neurones, qu'est-ce que ça permet? Ça va permettre de contourner ce problème. Le fameux conducteur de la voiture autonome qu'on n'arrivait pas, finalement, à modéliser sous la forme de règles, parce que c'était trop compliqué, eh bien, si on a un assez grand nombre de données sur son comportement, en gros, les situations dans lesquelles il se trouve et quelles sont les actions qu'il fait dans ce type de situation, et qu'on enregistre tous ces cas de figure, et qu'on entraîne un réseau avec ces entrées, telles que je vais essayer de vous le montrer, c'est-à-dire on met les entrées et puis on corrige les erreurs et on fait apprendre au réseau sur toutes les configurations, eh bien, on converge vers un système qui va se comporter comme le conducteur, en tout cas comme les données qui ont servi à cet apprentissage. On ne connaît toujours pas le modèle du conducteur, mais on a quelque chose, on a une boîte noire avec des millions de paramètres dedans qui est capable de l'approximer et de se comporter quasiment comme lui. D'où les progrès dans énormément de domaines. Je vous ai cité la voiture autonome comme étant un des plus symptomatiques. C'est pour ça qu'on parle de révolution, parce que toutes les applications complexes qu'on ne pouvait pas attaquer auparavant, on a une nouvelle méthode avec les réseaux de neurones, et en particulier le deep learning, eh bien, qui permettent de les attaquer. Alors, deep learning, pourquoi? Apprentissage profond, c'est qu'au tout début, le perceptron de Rosenblatt, eh bien, on n'arrivait déjà pas à lui apprendre avec 2 couches, donc il était hors de question de lui mettre un paquet de couches. Or, pour attaquer des applications compliquées, il faut mettre énormément de couches. AlphaGo, par exemple, la dernière version, a 40 couches de neurones. Donc ça aurait été beaucoup... Voilà, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, on est capable, parce qu'on a à la fois la compréhension de comment les entraîner, et la capacité de calcul, et les exemples pour le faire. Et du coup, eh bien, effectivement, les applications partent un petit peu dans tous les domaines. On a parlé de la voiture autonome, des chatbots, les agents conversationnels. On a fait de gros progrès en reconnaissance vocale aujourd'hui. On peut parler ça au début, ça ne comprenait rien ce qu'on racontait. Aujourd'hui, avec tous les exemples, eh bien, ça arrive à reconnaître à peu près correctement.
En médecine, toutes les données, en finance, pratiquement, c'est en train d'exploser dans tous les domaines. Alors, on n'est pas arrivé au bout pour autant. Hein, comme le disait Yann Lequin, il nous manque encore énormément de choses. Elles sont extrêmement puissantes, ces IA, mais elles sont d'autant plus puissantes que les applications sont verticales et précises dans un domaine déterminé. Dès qu'on essaye de leur faire faire des choses un petit peu plus générales, bah là, les Athéniens s'éteignirent et c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Par exemple, si je prends l'exemple des chatbots, ces fameux agents conversationnels, eh bien, vous ne pouvez pas tenir une conversation plus de 2 minutes avec eux. Déjà, 2 minutes, c'est long. Hein. Très rapidement, eh bien, on s'aperçoit des limites de la compréhension de ces systèmes. Par contre, limité au jeu de Go, eh bien, alors, ça peut paraître surprenant que le jeu Go, qui nous paraît compliqué, soit finalement un problème beaucoup plus simple, en tout cas identifiable, que de parler, comme vous et moi, autour d'un café, une conversation. Bah si, c'est un problème beaucoup plus compliqué en fait. Et une des raisons a été citée, c'est cette absence de sens commun. Hein. Pourquoi ? Parce que les machines n'ont pas ce rapport que nous, on a avec la réalité. Pour elles, pour le réseau neurone, la tête de chat, c'est juste une matrice de chiffres, une matrice de pixels. Elle n'a aucune idée de ce que c'est qu'un chat. Elle n'a pas d'idée d'ailleurs. Hein, c'est juste des calculs simples. Nous, on nous parle de chat, tout de suite, on a un vécu avec le monde réel. Et on sait tout de suite mettre en relation cette image de chat, si on en voit un, mais même si on n'en voit pas un, avec la réalité du monde. Et donc ça, c'est une différence vraiment fondamentale entre les IA aujourd'hui, telles qu'on les crée, et notre capacité. La bonne nouvelle, ça veut dire que l'humain n'est pas prêt d'être rayé de la carte. Parce que si on ne prenait que des décisions avec des machines enfermées dans des mondes de données, quasi autistes dans leur monde de données, eh bien on pourrait s'attendre à quelques difficultés. Alors que nous, on est capable, on a naturellement cette capacité à appréhender le monde, eh bien, il faut les deux. Donc, on est beaucoup aujourd'hui à penser que finalement, l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'humain, elle est là plutôt pour augmenter son intelligence. C'est vrai que d'un autre côté, nous, dès on nous cite 7 chiffres, et même peut-être un peu moins, on est dépassé, on ne se souvient déjà plus du premier. Hein, donc, voilà. Donc, avoir les deux formes d'intelligence, ça va nous permettre effectivement d'attaquer de nouveaux problèmes. Ce n'est pas les seuls soucis qu'on a. Hein. En particulier, Yann l'a dit aussi, nous n'apprenons pas du tout de cette manière. Il faut des millions d'exemples de chats à notre réseau de neurones pour arriver à les reconnaître correctement. Nous, on nous montre 3 chats, ça y est, on a compris. Hein. Donc c'est compliqué. Donc là, on ne comprend pas encore exactement de la manière dont nous fonctionnons. Et par conséquent, on a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Un autre problème, c'est l'explicabilité. Il y a beaucoup d'applications. On a besoin d'être capable de dire pourquoi on a pris cette décision. Alors, vous l'avez compris, les réseaux de neurones, dans l'état actuel des choses, c'est des millions de paramètres. Et pour expliquer ce qui s'est passé, c'est juste... c'est pas impossible, mais ça coûterait un fric dingue pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, en étant capable qu'on soit capable de le faire. Hein ? Donc donc l'explicabilité, voire de prouver, c'est un des sujets de recherche importants aujourd'hui pour essayer d'avoir des systèmes qui sont capables, eh bien, dont on est capable d'expliquer, voire de prouver leur comportement. Malgré ce qu'on peut imaginer, parce qu'on projette beaucoup sur l'IA hein, ou sur les robots, ça nous ressemble. Donc nous, en tant qu'être social, on projette tout de suite plein de choses dessus. Hein. On parle déjà à son chien, on parle à sa voiture, à son frigo s'il tombe en panne. Enfin bref, donc quelque chose comme l'IA ou comme les robots qui ont un côté anthropomorphique, eh ben, on va projeter énormément de choses dessus. Il ne faut pas oublier que ce sont des machines, elles ne pensent pas, elles n'ont pas d'émotion. Voilà, elles sont limitées. Et une autre image d'Épinal, c'est qu'elles apprennent toutes seules. Pas du tout.
Je vous ai dit ô combien c'était compliqué de mettre en œuvre ces algorithmes d'apprentissage. Il a fallu des dizaines d'années pour comprendre comment ils fonctionnaient. Et encore aujourd'hui, même avec ces progrès, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des équipes entières qui sont autour des réseaux. Pour AlphaGo, c'est 20 chercheurs dans une équipe de Google avec tous les financements qui vont bien, quoi. Et c'est pas le résultat d'une semaine. Ça a été des mois et des mois de travail avant d'arriver à ce résultat. Donc, on fait des progrès, mais ça nécessite encore une expertise importante. Une autre chose sur laquelle il faut faire attention, c'est à leur utilisation. En particulier, un réseau de neurones, c'est un petit peu comme un nouveau-né. On va lui apprendre des trucs, mais si on lui apprend n'importe quoi, il répète n'importe quoi. Et c'est encore plus grave parce qu'il va le répéter systématiquement, le réseau. Donc, et en général, les données qu'on lui donne ne sont pas exemptes de biais. Si on prend simplement sans faire attention, eh bien, les données sociétales telles qu'elles sont, eh bien, on a de bonnes chances d'aboutir à des systèmes qui vont avoir des biais sexistes, racistes, etc., etc. Donc il faut faire extrêmement attention. Donc il y a un gros travail à faire sur les données avant d'entraîner un réseau pour être sûr qu'on n'introduit pas sans le savoir des biais qui vont ensuite être systématisés dans leur utilisation. En sûreté de fonctionnement également, il y a un certain nombre de publications qui ont montré qu'on pouvait les tromper en ajoutant des images un peu particulières ou un peu de bruit aux bons endroits. Eh bien, le truc se trompe. Ça veut dire qu'on peut quelqu'un de mal intentionné pourrait s'amuser à les pervertir pour obtenir un petit peu ce qu'il a envie. Donc là aussi, il y a des progrès à faire. Donc vous voyez qu'il y a encore énormément de travaux pour aboutir à des systèmes qui sont complètement intéressants. Mais comme je vous l'ai dit, la recherche avance et aujourd'hui on a tout. Je vous ai parlé que d'un modèle de réseau de neurones, il y en a le plus important, mais il y en a énormément d'autres qui sont explorés. Mais même un système qui est aujourd'hui un des plus sophistiqués, qui a AlphaZero, qui est AlphaGo 0, qui a 40 couches, qui est un petit peu la Rolls des applications, puisqu'elle est les meilleurs joueurs de Go ont dit qu'ils jouaient contre Dieu, donc c'est pas rien, quoi. C'est vraiment une super IA dans le monde de Go. Elle est incapable de faire autre chose, mais dans le monde de Go, elle est très importante. Elle a des dizaines de millions de neurones artificiels. Alors ça peut paraître impressionnant, mais quand on le compare au cerveau humain, 100 milliards de cellules, plus du tout dans le même, et environ 7000 connexions par cellule. On est dans un monde de complexité qui est complètement différent. Donc il faut être aussi un petit peu raisonnable de ce point de vue-là. On n'y est pas du tout encore à ce niveau de complexité. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je n'ai pas parlé. L'IA, c'est pas que les réseaux de neurones, il y a plein d'autres domaines. Et puis, il y a d'autres types d'algorithmes d'apprentissage, là aussi. Donc la recherche est foisonnante, même si aujourd'hui, le deep learning et les réseaux de neurones attirent le projecteur sur eux. Donc probablement une révolution. Quand est-ce que ça va survenir? Probablement progressivement. Reste à savoir dans le temps dans lequel elle va survenir. J'ai l'habitude de dire l'IA, c'est comme la force dans Star Wars. Il y a le côté lumineux et puis il y a le côté obscur. Évidemment, comme toute technologie un petit peu disruptive, on peut l'utiliser pour faire le bien ou pour faire des trucs moins sympathiques. Bon, un exemple de truc moins sympathique, il y en a d'autres. Bon, un truc moins sympathique, par exemple, c'est un entrepreneur, un chef d'entreprise qui veut utiliser l'IA pour améliorer la productivité à tout crin et en profiter pour se séparer d'un ensemble de collaborateurs, comme ça, sec, bum, parce qu'il aura rentabilisé à court terme un petit peu son truc. Donc, alors qu'il y a d'autres manières de procéder, très probablement. Recentrer l'humain sur l'interaction. Je vous ai dit tout à l'heure que l'IA aujourd'hui était très mauvaise finalement pour appréhender le monde. Eh bien, remettons un petit peu plus l'humain sur ce qu'il sait mieux faire, et puis on aura fait des progrès.
Alors ça, c'est une image que je mets toujours parce que ça relativise aussi cette histoire de peur de l'IA qui arriverait un jour. Même si c'était possible théoriquement, ce dont je doute très fortement, à mon avis, eh bien, ce genre de choses fera qu'elle n'aura pas le temps d'arriver. Deuxième chose à se dire à ce propos-là, c'est ces grands défis, hein, j'en ai mis un là, la pollution, mais évidemment on a tous en tête le réchauffement climatique, certaines maladies pandémiques, les conflits au niveau mondial, on est stupidement collectivement bêtes, hein. On est bêtes collectivement quand même, il faut bien se rendre compte, et on est en train de tuer la planète sur laquelle on se trouve. Donc, ça veut dire pour moi qu'on a besoin quand même de cette intelligence artificielle. On a besoin de toutes les intelligences. On a évidemment besoin de l'intelligence humaine, il ne s'agit pas de la remplacer, mais on a aussi beaucoup besoin d'autres intelligences pour essayer qu'on soit un petit peu moins bête collectivement. Alors je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, ça me paraît nécessaire. Et puis lorsqu'on me demande, alors à quoi utiliser l'IA si c'est pas pour faire des drones ou travailler sur la finance, si on imagine que l'IA, c'est un jeune enfant qui finalement est en train d'apprendre, hein, eh bien, il vaut mieux qu'il fasse ses classes sur l'art et l'éducation que sur la finance et la défense. C'est mon avis. Malheureusement, c'est pas tout à fait ce qui est en train de se passer, hein. Mais voilà. La bonne nouvelle quand même, pour terminer sur une note plutôt positive, c'est que, comme il a été dit dans le documentaire, eh bien l'éthique fait une entrée extrêmement forte dans le domaine, hein. On n'en parlait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, toutes les équipes d'IA, toutes les conférences sur les sujets, l'éthique est extrêmement présente. Alors, il ne faut pas être naïf non plus. On en parle beaucoup, il y a des comités d'éthique, on signe des chartes, etc. Mais ensuite, il faut les mettre en pratique, hein. C'est un petit peu comme l'environnement, tout le monde en parle, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment au jour le jour en pratique? Pas simplement au niveau des entreprises, au niveau du citoyen lui-même. Qu'est-ce qu'on fait chaque jour pour essayer de ne pas dégrader encore la situation? C'est un petit peu pareil en IA. C'est pas juste d'avoir des grandes déclarations éthiques, il faut que, en pratique, eh bien, au jour le jour, on mette en œuvre ces réflexions dans les projets, mais pas simplement dans les projets. Je vous parlais tout à l'heure du chef d'entreprise. C'est que l'utilisation de l'IA aussi, elle replace l'humain au centre et qu'on ne s'amuse pas, encore une fois, à l'utiliser pour les profits, au lieu d'améliorer la vie des gens. Voilà, je vous remercie.